Bonjour, voici une vidéo de présentation de ma méthode de méditation, la méditation évolutive. Alors en deux mots, qu'est-ce que la méditation évolutive? Après 31 ans d'exercice en tant que thérapeute en shiatsu, en tant que prof de tai chi, de méditation et d'art martial interne, j'ai voulu compulser un petit peu tout ce que je pensais que la méditation pouvait vous apporter à vous, qui pratiquaient avec moi en présentiel ou avec moi en ligne. C'est-à-dire que pour moi, pour ceux qui me connaissent, la méditation, c'est pas simplement cet archétype de tenter de faire le vide, c'est plutôt travailler intérieurement pour sortir de ses angoisses, sortir de son stress, sortir de ses colères, de ses grandes questions existentielles, d'une manière méthodologique dans un seul et unique but, pour aller mieux. Donc, j'ai essayé de faire une méthode la plus simple possible, la plus accessible aux novices, en restant hors des dogmes, en restant hors de tout un aspect postural qui des fois est un petit peu repoussant pour les néophytes. Donc vous étonnez pas, vous allez voir, c'est la première d'une suite de vidéos que je vais vous donner pour décrire la méthode de plus en plus en détail. Vous étonnez pas si je procède beaucoup par suggestion plutôt que par obligation, parce que surtout dans la méditation, j'y crois pas. Donc j'insiste, soyez pas trop formel. Le but pour moi, c'est de vous donner à vous, pour vous et par vous-même des outils pour que vous puissiez vous progresser. Donc si mes vidéos ne suffisent pas, pour ceux qui sont inscrits, vous avez le support technique. Bientôt, je suis en train de le terminer, je ne l'ai même pas fait figurer ici. Je vais terminer un bouquin à court terme. Je ne vais pas vous faire des promesses parce que ça ne dépend pas que de moi, mais ça va bientôt être là, qui va compulser un petit peu tout ce que je peux développer en cours dans nos trimestres de méditation. Et puis le but, surtout avec ces confinements, semi-confinements dus à Covid, c'est de vous apporter à vous, mes élèves en ligne, un matériau théorique qui soit solide, et puis que ces vidéos vous permettent de comprendre encore mieux les supports pédagogiques que je vous transmets. Alors, pour commencer par le b.a.-ba, la méditation évolutive, c'est une méthode qui a 4 étapes. La première, c'est définir qui je suis. Ça paraît comme ça évident, mais qui je suis intérieurement, qu'est-ce que j'éprouve, découvrir et prendre le temps de découvrir toutes les facettes que je mets naturellement en lumière, ça c'est évident, mais aussi toutes celles que mon histoire, les événements de mon histoire ont fait que j'ai mis dans l'ombre. Donc toutes celles que j'ai tendance à cacher, pour moi l'important c'est dans le cadre d'un travail personnel, c'est d'arriver à les poser. Arriver à prendre la lumière, à prendre notre ombre, à oser définir totalement et entièrement qui je suis en termes très clairs, en termes rationnels. Donc j'oserais dire avec le cerveau gauche, d'arriver à définir précisément les choses, les faits, les teneurs, qu'est-ce qui définit ma personnalité, mais aussi tout ce que j'éprouve, tous les sentiments qui me peuplent, tous les sentiments qui font que je suis ce que je suis. J'ose, dans mes méditations, après je vous suggère fortement de compulser ça par écrit, d'essayer de définir dans une première étape qui suis-je. Ça paraît vaste comme ça, mais plus tard dans les vidéos qui vont suivre et dans les supports pédagogiques, je décris bien cette étape, mais c'est primordial pour toute la suite. En numéro 2, ce qui est important, je pense, c'est qu'une fois que l'étape 1 a été bien faite, il faut qu'on arrive à se donner un mieux, un plus, une évolution vers un monde meilleur qu'on va créer par nous-mêmes. Donc, arriver à poser comme objectif ce que j'aimerais moi devenir. Donc, je sais qui je suis en étape 1. Je tente de définir qu'est-ce que j'aimerais devenir pour que mes manques, mes souhaits, mes rêves, même les plus vieux, puissent être enfin honorés. En étape 3, je me donne les moyens de les atteindre.
Ça paraît simple comme ça, mais si vous avez bien fait votre boulot jusque-là, vous avez des objectifs qui sont respectueux de ce que vous êtes, qui sont, si j'ose dire, non négociables, puisque posément dans le calme et la sérénité, posés par et pour vous-même. Donc les moyens pour y parvenir doivent être posés dans des délais raisonnables. Vous devez pouvoir réaliser ce que vous vous posez comme objectif, sinon il n'y a pas meilleur moyen de se décevoir soi-même, ce qui est important d'éviter. Mais c'est important de se donner des moyens conséquents. Si vous avez envie de produire un grand changement, osez investir dans ce changement beaucoup de votre énergie. Oui, il en reste après notre travail, après notre famille. Si on arrive à gérer correctement notre énergie, il nous reste une énergie disponible. Et puis c'est important d'oser la dispatcher intelligemment dans toute une série de moyens qu'on met activement en œuvre dans le quotidien. Donc prenez le temps de bien le faire. Et la quatrième étape de ma méthode, là où on a déjà fait le travail, c'est d'arriver avec détachement, ce qu'on verra plus tard dans les outils, avec amour pour soi-même, arriver à s'auto-évaluer, arriver à quantifier l'évolution de ce que j'étais vers ce que je veux devenir. Est-ce qu'elle se passe correctement? Est-ce que je suis en train de m'écrouler? Est-ce qu'au contraire, je vais beaucoup plus vite que ce que je pensais? Soyez honnête et faites les corrections qui s'imposent si vous sentez quelque mal-être que ce soit. Parce que tout ce travail, tout ce que j'évoque là, mais ce que je vais continuer ensuite d'évoquer, il y a un leitmotiv. Soyez heureux. On ne fait pas un travail sur soi-même pour être plus mal après qu'avant. C'est très important. Donc, votre référence, c'est deux cerveaux. Un cerveau très rationnel où vous mesurez les choses, mais aussi tenez compte, apprenez à être clair dans ce que vous ressentez avec vos tripes, avec vos émotions. Vous êtes quelqu'un qui éprouve, donc tant qu'à faire un travail intérieur, osez vous autoconsulter. Donc cette quatrième étape est aussi importante que les trois précédentes. Maintenant, pour y parvenir, brièvement, je vous décris les 10 outils que j'ai mis en œuvre pour essayer de vous donner le cadre avec les 4 étapes et des outils pour parvenir à vos fins. La première chose primordiale, conditionnelle à la méditation, c'est la respiration ventrale. Pourquoi la respiration ventrale? Parce que c'est la respiration qu'on a à la naissance et que souvent, en tant qu'adulte, on va perdre. Plus on a des angoisses, plus la respiration, elle monte jusqu'à nouer la gorge. Donc c'est important de se calmer. C'est assez pénible, assez dur, compliqué même d'agir sur son cœur. Par contre, sur sa respiration, on peut agir. En agissant sur votre respiration, en vous calmant, vous abaissez votre rythme cardiaque. Mais globalement, si vous parvenez à maintenir sur le long terme un calme intérieur, eh bien, vous venez de produire le médicament anti-stress le plus efficace. Pour lutter contre le stress extérieur, la meilleure des choses que vous puissiez vous offrir, c'est du calme, c'est de la sérénité intérieure. Mais pour ça, il faut construire tout ça et construire avec de la respiration. Apprenez à placer votre respiration au niveau du bas-ventre. Apprenez à inspirer autant que vous ensuite expirez. Le tout dans un cycle équilibré. L'important, c'est que vous soyez relax. Donc avant, je vous disais, ne soyez pas trop dans les formes. Si vous êtes à l'aise à méditer, comme moi, j'ai l'habitude de méditer depuis plus de 30 ans, à genoux, tout va bien, faites-le. Soyez confortable et planifiez de méditer 15 minutes, 30 minutes, voire 1 heure. Donc soyez confortable, quitte à vous acheter des petits supports, des petits coussins. Vous pouvez
méditez en posture du lotus si vous préférez. Mais attention, soyez modeste si vous vous sentez pas à l'aise ni à genoux, ni en posture du lotus. Pourquoi pas commencer couché? Même couché sur une couverture confortable pourvu que vous travaillez la respiration. C'est ça l'important. Parvenez à ne pas vous enquérir de votre corps qui vous fait mal éventuellement, ce qui est le cas des fois de certaines postures pour certains qui débutent la méditation, se placer à genoux ou en posture du lotus, c'est très contraignant. N'hésitez pas à commencer couché pourvu que vous arriviez à placer cette respiration au niveau ventral. Deuxième outil, je prends conscience de mon état intérieur. Ça, c'est un exercice que je conseille énormément à ceux qui font du présentiel avec moi. Tout simple. Je médite, je pose ma respiration. Une fois que je l'ai stabilisée, dans quel état suis-je? J'ose mettre des mots. J'ai de compte à rendre à personne. Je médite pour moi. Si je suis en colère, si je suis même furieux, on parle pas là de passage à l'acte, on parle d'évocation d'émotions. Donc c'est important que même les colères les plus honteuses, les déprimes, les angoisses dont vous n'êtes pas fier, osez les prendre en compte, les accueillir. Pourquoi? Parce que ce qu'on va apprendre dans toute la méthode, ça va être de transcender ce qui peut paraître négatif, comme par exemple une colère, une angoisse, une peur. Tout ça, c'est des énergies qu'avec le temps, on peut arriver à admettre dans un premier temps, comprendre dans un deuxième et transmuter dans une troisième. Parce que vous n'allez pas pouvoir sortir de votre réalité en tant que telle. Vous allez pouvoir l'améliorer, vous allez pouvoir travailler sur la perception que vous avez de votre vie, de la vie en général. Mais c'est important de partir d'un état des lieux, entre guillemets, d'un état d'être. Point 3, j'apprends et je génère mon propre calme intérieur, puis je l'entretiens. Ça paraît tout bête, mais c'est un des grands principes que j'ai appris à la base dans ma formation de 6 ans à Paris, avant que je commence à exercer. Tant dans les méthodes que sont le shiatsu, le tai chi, la méditation que même l'art martial interne que je pratique, la perte du calme équivaut à une perte de sa capacité à accéder à son propre potentiel. Donc l'idée, c'est que votre calme intérieur, en fait, c'est votre richesse. Plus vous êtes ancré en vous-même, plus vous arrivez à garder votre calme intérieur, plus les sollicitations du monde extérieur, même si vous devez courir, jongler entre plusieurs travails, vous pouvez garder votre calme. C'est vrai qu'il ne faut pas confondre la rapidité de nos actes dans le monde extérieur avec notre corps, avec notre bouche, qu'on parle, qu'on soit hyperactif. Ça n'empêche pas qu'intérieurement, on peut conserver, maintenir et entretenir notre calme intérieur, primordial pour maintenir le stress, les angoisses et autres peurs loin de nous. Ensuite, la récapitulation, ça c'est un outil merveilleux. C'est la capacité qu'on a de faire un auto-bilan sur notre vie en se dotant du pouvoir de changer ce que l'on trouve aujourd'hui négatif ou qui fait mal, qui génère de la douleur, en quelque chose de positif et qui génère du plaisir demain, par un travail sur soi, par et pour soi-même. Le 5, on en parlait tout à l'heure, j'arrive à définir clairement qui je suis vers ce que je désire devenir. Avec l'expérience de 31 ans d'enseignant, souvent les gens prennent le « je suis » pour une fatalité, alors que si on cultive bien son pouvoir intérieur, ce que je désire devenir est accessible à chacun d'entre nous, pour autant qu'on se donne, comme on le voyait avant, les moyens d'atteindre nos objectifs. Le 6e outil, le détachement, la capacité que l'on se donne, que l'on doit souvent apprendre et construire, à se voir soi-même avec autant d'objectivité que nos congénères le font à notre rencontre. Quand on arrive à se regarder sans émotion, quand on arrive à s'évaluer
objectivement, on gagne énormément en capacité à déterminer quels sont les changements qu'on pourrait adopter. Et ça, c'est le but. Point 7, les schémas corporels. Les schémas personnels, tant dans notre corps que dans notre cœur, que dans notre tête, tous les jours, dans notre routine, on emploie des schémas comportementaux, des schémas que l'on reproduit. Certains schémas sont très heureux pour nous et d'autres le sont moins. Le but de cet outil-là, cette mise en œuvre de cette chose-là, ça va être simplement d'apprendre par et pour vous-même à mieux vous connaître, à mieux définir qu'est-ce qu'est votre vérité de tous les jours en termes de schéma. 8. Je définis mon éthique de vie et ma philosophie de vie. Ok, il y a un système autour de moi, il y a un pays dans lequel j'habite, il y a une société pour laquelle je travaille, il y a une famille auquel j'appartiens. Mais moi, si je dois écrire l'éthique de mon propre pays à moi, la philosophie dans laquelle j'ai envie de vivre et de continuer à m'épanouir, quelle est-elle? Ben, c'est le but de ce point-là. Quel est le sens de la vie pour moi? Quel est le sens de la vie? Travailler, être heureux. D'autres diraient se libérer. Et pour vous, c'est important de savoir vers quoi vous allez. Et ensuite, je me relie au vivant. Finalement, le but de ce point, sans être trop philosophique ni spirituel, c'est de dire, finalement, même si la vie est dure, même si des fois certaines choses ne sont pas faciles pour moi, je suis intrinsèquement vivant. Et si je me relie à tout ce qu'il est, les pierres, les plantes, les animaux, les autres congénères humains autour de moi, je peux la célébrer la vie et ne plus la subir. Et ça, c'est le but. Donc voilà, c'est un petit peu la présentation de la méditation évolutive en termes de méthode. Suivront des vidéos pour revenir beaucoup plus en détail sur les points que j'ai évoqués. D'ici là, postez-moi des commentaires, postez des likes si vous aimez, ou demandez-moi et posez-moi toutes les questions qui vous passent par la tête. Le but, il est d'interagir avec vous. Prenez soin de vous, méditez bien, à très bientôt.